prof Mervat, s'il vous plaît. Allô. Allô. Là, Allô. je ne Allô. m'entends pas. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Clément Barthes? Ok. Non. Si les manœuvres discriminatives arrivent, je pense qu'on reviendra là-dessus. Allô? Allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend, professeur. Oui. Excuse me, who is going to present next? C'est moi, Fabrice. Ok. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, docteur Wafa, oui. D'accord, donc professeur Mervet, elle m'a demandé de vous parler aussi du diagnostic intracavitaire des tachycardies auriculo-ventriculaires. Comme vous le savez, ça nécessite la présence d'une voie accessoire. Donc cette tachycardie, elle peut être orthodromique ou antidromique, mais il faut savoir aussi que cette voie accessoire, elle peut être bystander, c'est-à-dire qu'elle est là, mais qu'elle ne participe pas au circuit de la tachycardie. Et il faut savoir aussi que parfois, on peut avoir des tachycardies par réentrée intranodale et en même temps, on a un QRS préexcité. Donc, d'où l'intérêt de savoir bien faire la discrimination de ces tachycardies supraventriculaires qui sont à QRS fin souvent. Mis à part, bien sûr, la tachycardie antidromique qui est à QRS large, qui pose un problème de diagnostic différentiel avec les tachycardies ventriculaires. Alors, je vais passer rapidement de ça parce que l'orateur précédent, il a parlé de l'anatomie, etc. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a deux types de voies accessoires. Il y a les voies accessoires typiques qui se caractérisent par une conduction selon le mode de tout ou rien. Il faut savoir aussi que parfois, le diagnostic de la préexcitation, il n'est pas facile. On a des préexcitations qui sont manifestes sur l'électrocardiogramme. On a un aspect évident de préexcitation avec un PR très court, une onde delta bien visible, un QRS qui est large. Mais parfois, cette conduction, elle va se faire uniquement dans le sens unidirectionnel, rétrograde, et on appelle ça les concealed axillary pathways, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préexcitation sur le CG. Malheureusement, parfois, le diagnostic est très difficile quand on a des préexcitations latentes. Quand le nœud AV il est un petit peu hyperdromique, il conduit vite, donc on aura une préexcitation mineure sur le CG. Et ça peut poser un problème de diagnostic et il faut faire très attention. Je vais vous montrer quelques cas en pratique. Donc, c'est une patiente qui est âgée de 55 ans. Elle est hypertendue, non suivie. Donc, voici son ECG en rythme sinusal. Donc, presque, c'est un ECG normal. Mis à part ici, en D3, on a un aspect bizarroïde crocheté. Mais on ne peut pas dire clairement qu'il y a une préexcitation. Et regardez, cette même patiente, elle fait une tachycardie très rapide. Donc, c'est un super VPV. Quand vous voyez ici, retard gauche, donc retard droit, pardon, c'est une voie accessoire qui est postéro-septale gauche. C'est un autre patient aussi, c'est un jeune sportif âgé de moins de 20 ans. Il fait du sport professionnel et chaque année, il consulte où le cardiologue il lui délivre un certificat de non-contre-indication sans aucun problème. Chaque année, voilà, il fait un ECG. Pour eux, c'est tout à fait normal, un ECG normal. Et un jour, c'est un patient qui fait des palpitations au moment de l'activité sportive avec pré-syncope. Il fait un super VPV. Et si on regarde bien son électrocardiogramme, regardez ici en V1, c'est un PR presque normal. En V2,
aussi, mais regardez la dérivation V4. En V4, on voit clairement ici que le pair est très court avec un empattement de l'onde du QRS. Donc, il est très important de voir toutes les dérivations et analyser le pair dans toutes les dérivations. Alors, je vais vous parler de quelques critères. Moi, je trouve que c'est très important de les connaître. Comment faire le diagnostic d'une préexcitation latente, une préexcitation mineure. Il y a un papier de Bogon et ses collaborateurs qui parle de l'absence d'un critère qui peut nous orienter vers une préexcitation, c'est l'absence de l'onde de Q septale en V6. Il y a un autre papier aussi qui parle de la transition précoce dans les dérivations précordiales. Donc, si vous avez une transition précoce en V2, ça peut orienter vers la présence d'une voie accessoire gauche. Il y a un autre papier aussi qui parle de l'absence de l'onde R en AVR. Si vous avez ça, il faut aussi suspecter une voie accessoire. Il y a un autre papier aussi, c'est un cas reporté par une équipe de Roumanie, donc qui parle de la variation du PR sur le CG 12 dérivations. Donc, comme notre cas du patient sportif, donc en V1, on avait un PR normal, en V2 aussi, mais en V4, quand on analyse V4, le PR il était très court. Donc, il faut retenir, toujours avoir le réflexe de bien voir est-ce qu'il y a une petite onde Q en V6, est-ce qu'il y a une onde R en AVR, est-ce que la transition elle est normale en précordial, et analyser le PR dans toutes les dérivations parce que c'est très important. Comme ce jeune sportif, on lui a signé le certificat alors qu'il avait une préexcitation qui était latente. C'est vrai que le diagnostic est difficile, il les fait rétrospectivement. Parfois, c'est très difficile, bien sûr, de faire le diagnostic. On a besoin de faire quelques manœuvres, soit l'utilisation de l'adénosine ou carrément l'exploration électrophysiologique en moindre dose, surtout chez les patients qui sont à haut risque, par exemple les sportifs à haut niveau ou les professions à risque. Il faut savoir aussi qu'on a des voies d'accessoires qui sont atypiques. Bon, les plus célèbres ou les plus connus, c'est les faisceaux de Mannheim, mais il faut savoir aussi qu'il y a il y a 7 types de voies accessoires atypiques. Et quand on dit atypique, ce n'est pas uniquement par leur anatomie, mais aussi par les caractéristiques électrophysiologiques. Elles sont lentes et à conduction décrémentielle. Donc, il y a les atriaux fasciculaires, les atriaux ventriculaires longues, numéro 2. Il y a les atriaux ventriculaires qui ressemblent aux voies accessoires typiques anatomiquement, mais qui ont une conduction décrémentielle. Il y a les autres aussi qui donnent un PR court, etc. Il y a même parfois des tachycardies, des voies accessoires fasciculo-ventriculaires qui donnent des préexcitations, mais qui ne donnent jamais de tachycardie. Alors, c'est très important aussi de faire le diagnostic de localisation sur l'électrocardiogramme de surface afin de guider notre conduite après-thérapeutique, notre démarche thérapeutique au moment de l'ablation. Donc, globalement, il faut retenir la première étape, ça c'est l'algorithme d'Arruda, qui est basé sur l'analyse des 20 premières millisecondes du QRS, de l'onde delta, et non pas de la polarité entière du QRS. Donc, si on voit, par exemple, si en D1, si l'onde delta elle est isodiphasique ou négative, donc c'est une voie accessoire qui est gauche. La dérivation D2, c'est l'onde delta elle est négative, donc il faut évoquer des voies accessoires du sinus coronaire, le sinus coronaire profond, parfois dans la médelle cardiaque veine ou des diverticules du sinus coronaire. Si le V1, il est en V1, l'onde delta, elle est isodiphasique ou négative, c'est septal. Si ni l'un ni l'autre, ça peut être la paroi libre du VD. De toute façon, c'est pas un algorithme très spécifique, mais ça nous oriente quand même. Le meilleur algorithme, à mon avis, c'est celui fait par l'équipe de Bordeaux. Mais cet algorithme, il faut savoir qu'il est basé sur la... Il est basé sur l'analyse de la préexcitation maximale. La préexcitation maximale, soit c'est un patient qui a fait... Jérôme, s'il te plaît, mute ton téléphone. Et que tout le monde mute vraiment le téléphone. Désolé, professeur, je ne me suis pas rendu compte, je m'excuse.
D'accord. Donc, cet algorithme de Bordeaux, il est basé donc sur la préexcitation majeure. C'est pas sur l'analyse de l'onde delta. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, il est plus spécifique. Donc, moi, je le trouve très, très facile. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, en V1, quand vous le savez, si le QRS il est complètement négatif, donc on est à droite, certainement. S'il est complètement positif, donc on est à gauche. Après, pour tout ce qui est gauche, donc on voit les dérivations inférieures. Si on est sur des dérivations inférieures, on est en postérieur. Si les dérivations inférieures enregistrent une polarité positive, donc on est plutôt sur un latéral. Après, pour faire la différence entre le postéro-septal gauche et le postéro-latéral gauche, c'est très facile. Il faut imaginer le cœur. Donc, le postéro-latéral, logiquement, il va se diriger, la dépolarisation va se diriger plutôt vers V1. Donc, on aura un V1, l'amplitude du QRS en V1 supérieure à l'amplitude du QRS en D1. Le contraire, si on a un postéro-septal gauche, donc il va se diriger plutôt vers la dérivation D1, donc on aura un vecteur, donc V1, le rapport V1 sur D1 inférieur à 1. Après aussi, il ne faut pas oublier que le sinus coronaire, parce qu'il encercle l'anneau mitral, donc c'est considéré comme gauche, c'est des vases accessoires gauche. Si on est devant un aspect de postéro-septal, si on a cet aspect crocheté en D2, Vous m'entendez? Allô? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Wafa? Elle a déjà quitté le site. Pardon, j'avais une coupure de connexion, désolé. On peut reprendre? Oui, bien sûr. Vas-y. D'accord. Donc, les dérivations, donc, si on a... Docteur Wafa, partage l'écran. Non, on ne voit rien. D'accord. Est-ce que vous voyez... Pardon. OK. L'animateur, il doit me donner la main, par contre. Peut-être c'est professeur Mervet. Oui. Mohamed Anafi, tu as la possibilité de donner la main? Attendez. Non, je ne peux plus. Professeur Mervet. Est-ce que Mervet est là? Hello? Vous pouvez me donner la main pour partager mon écran, s'il vous plaît? C'est Wafa Boujida, toujours. Oui. Voilà. Voilà, désolé, c'est Internet. Donc, je reviens pour les faisceaux accessoires. Donc, c'est postérieur droit. C'est positif, on est sur plutôt l'antérieur. Après, pour faire la différence entre tout ce qui est du côté septal et du côté latéral, on va s'aider par la dérivation V3.
Eh ben, c'est simple parce que le septum, il est postérieur et la paroi latérale, elle est plus antérieure. Donc, le V3, elle est dans le précordium. Donc, si on a des faisceaux de Kent qui prennent origine au niveau septal, donc ils vont se diriger vers V3 et on aura donc une dépolarisation des QRS positive. Le contraire, si la paroi, si ça vient de la paroi libre. Après, bon, ça, c'est quelques exemples. C'est pour vous montrer donc la spécificité de l'algorithme de Bordeaux. Donc, si on cède ici, on se base sur la préexcitation mineure sur l'onde delta. C'est très difficile. Des fois, on ne voit pas clairement si elle est vraiment positive ou négative. Donc, tout ce qu'on peut dire, par exemple, ici, sur le cas A, c'est qu'elle est à gauche, mais on ne peut pas dire si elle est postérieure ou autre chose. Par contre, si on va analyser la préexcitation majeure, soit par un électrocardiogramme en fibrillation atriale de préexcitation majeure, ou au moment de l'exploration électrophysiologique endocavitaire, quand on détermine la période réfractaire de la voie accessoire. Donc, on stimule à une fréquence croissante, on aura une préexcitation majeure. Donc ici, vous voyez clairement que V1, c'est positif, donc c'est gauche. Après, on voit D2, D3, AVF, c'est négatif, donc on est sur un postérieur gauche. Et après, on compare V1 et D1. Donc, V1, la polarité est supérieure à la polarité en D1, donc c'est un postéro-latéral gauche. Pareil pour le cas qui est à droite. Donc, ici, l'onde delta, elle paraît isodiphasique les 20 premières secondes, donc probablement il est septal, mais on ne peut pas dire grand-chose à part ça. Et quand on se base sur la stimulation donc maximale, V1, c'est négatif, donc on est à droite. D2, D3, AVF négatif, donc c'est un postérieur droit. Et après, on voit V3. Donc, j'ai dit que V3, quand on est sur le septum, la dépolarisation, elle va se diriger vers V3, donc c'est un postéro-septal droit. Alors, quand on fait l'ablation quand on veut faire l'ablation, voici ce qu'on voit sur la scopie. Donc, il faut la meilleure dérivation, la meilleure incidence, c'est l'OAG. Pourquoi? Parce que on voit que les deux anneaux, l'anneau mitral et l'anneau tricuspide, donc on les voit clairement. C'est pas comme en OAD, on peut pas les voir de cette façon. Et voici, il faut imaginer un petit peu donc en OAG, donc voilà la sonde au niveau du sinus coronaire, la sonde au niveau de l'OD, le IS et la sonde atriale. Il faut imaginer ça en fait. Donc pour savoir comment chercher une voie accessoire en scopie. Voilà. Alors je vais vous parler brièvement de l'ablation de chaque localisation. Si on commence par les voies accessoires gauche. Ce qu'il faut savoir, que tout à l'heure, on vous a montré le cercle, il était amputé dans sa partie antéroseptale à gauche. Pourquoi? Parce que dans cette zone, c'est exceptionnel d'avoir des voies accessoires à cause de la continuité mitro-aortique. Donc ici, on a la valve mitrale, l'anneau mitral, pardon, et collé avec de son côté ici, du côté droit, la valve aortique. Et si on voit ici, sur cette coupe, donc on dit que ça c'est l'extension, ça c'est l'anneau mitral, et c'est rare d'avoir une extension du muscle ventriculaire au niveau de l'anneau mitral. Par contre, on a une extension du tissu atrial. Donc, c'est pour cette raison que c'est vraiment exceptionnel d'avoir presque, peut-être pas du tout, de voies accessoires dans cette région. Alors, ce qu'il faut savoir aussi que sur le plan anatomique, c'est que l'anneau mitral, il est entouré par le sinus coronaire. Le sinus coronaire, il est un peu plus haut par rapport à l'anneau mitral. Il est à peu près à 1 cm, il n'est pas au même niveau. Et il faut savoir aussi que généralement, le mapping de l'anneau du côté ventriculaire, il est plus facile à gauche par rapport à la droite. Pourquoi? Parce que l'insertion de la valve mitrale, elle est perpendiculaire du côté gauche. Par contre, elle a une insertion aiguë du côté droit.
Alors, à mon avis, c'est important aussi de savoir ça. Quels sont les critères d'un bon endroit pour l'ablation de la voie accessoire. Donc, ici, il faut retenir deux chiffres. Donc, il faut toujours avoir le trigger, c'est le début de l'onde delta vers la durée entre l'onde delta et le GM ventriculaire qui doit être inférieur à 0 millisecondes. Donc, il n'y a pas du tout d'écart entre le ventricule local au niveau de la sonde d'ablation et l'onde delta la plus précoce sur le CG de surface. Et aussi sur l'EGM local de la sonde d'ablation, en antérograde, c'est la durée entre l'onde A, le GM atrial et le GM ventriculaire doit être inférieure à 40 millisecondes. Et en rétrograde aussi, doit être inférieure à 40 millisecondes. Alors, voici quelques exemples en scopie. Ce qu'on voit en scopie, donc il faut imaginer, donc ça c'est la sonde du sinus coronaire, elle nous oriente vers la localisation donc, de l'anneau mitral. Et donc, c'est une ici ablation par voie rétrograde, parce que ça, c'est l'aorte. Donc, c'est un quinte ici qui est postéro-latéral gauche. On peut partir aussi pour les quintes, c'est les quintes qui sont latérales gauche, pas les postérolatérales, quand ils sont plutôt latérales, négatifs en D1 AVL. Donc, la meilleure façon pour les ablater, pour certaines écoles, c'est le cathétérisme transseptal, c'est par voie transseptale, pour ceux qui maîtrisent bien sûr le cathé transseptal. C'est plus facile. Si on vient par voie rétrograde, l'accès à cet endroit, il peut être un petit peu difficile. Après, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. D'accord, désolé. J'ai cru que j'avais une coupure de connexion. Alors, je vais vous donner ici un exemple d'un bon site d'ablation. Toujours, il faut être méthodique pour les débutants. C'est qu'il faut analyser, il faut voir ici qu'est-ce qui se passe en ECG de surface. Donc, on a un QRS qui paraît large avec un retard droit. Ça, c'est l'enregistrement issien. Ça, c'est la sonde d'ablation et c'est l'unipolaire de la sonde d'ablation aussi, le sinus coronaire proximal moyen distal et le ventricule droit. Donc, ici, il faut être méthodique. C'est un mapping en antérograde, en simulation du sinus coronaire médian. Donc, on est en train de simuler le sinus coronaire. Donc, j'imagine, c'est pour avoir une préexcitation majeure. Et regardez ici. Donc, on voit clairement que l'oreillette est collée au niveau, le ventricule précoce au niveau du sinus coronaire distal. Donc, c'est une voie accessoire qui est gauche. Et sur la sonde d'ablation, on est quand même bien parce que regardez la ligne noire ici. Donc, c'est le début, c'est le trigger, c'est la ligne de début de l'onde delta. Et on a ici le ventricule qui précède le GM ventriculaire au niveau de la sonde d'ablation qui précède un petit peu l'onde delta. Donc, c'est un bon endroit avec aussi l'intervalle EGM atrial, EGM ventriculaire qui est à très court. Donc, c'est un bon site d'ablation. C'est un exemple. Maintenant, je vais vous parler de l'ablation des voies accessoires à droite. Alors, à droite, ici, il faut savoir que c'est un peu difficile. D'ailleurs, si vous voyez dans la littérature, vous allez voir que le taux d'échec, il est plus élevé à droite par rapport à la gauche. Pourquoi? Déjà parce que on n'a pas la circonférence de l'anneau, elle est plus importante. Elle est de 12 cm à peu près par rapport à l'anneau mitral qui est plus petit, il est de 10 cm. Aussi, on n'a pas cette zone de continuité mitro-aortique, donc c'est tout l'anneau, il faut mapper tout l'anneau. Deuxièmement, le mapping de l'anneau tricuspide, il est difficile parce que on n'a pas le sinus coronaire, on n'a pas quelque chose qui est derrière l'anneau tricuspide, on a en fait la coronaire droite. Il y a certains centres qui mettent une sonde au niveau de l'artère coronaire droite pour pouvoir mapper bien certains vases accessoires. L'autre difficulté, comme j'ai déjà dit, que l'insertion de la valve tricuspide, elle est aiguë, donc ça gêne un petit peu la manipulation des sondes.
et aussi l'incidence plus élevée des variations congénitales à droite, surtout l'Epstein. Aussi, l'anneau ici est plus épais à droite par rapport au côté gauche. Et quand vous voyez sur le schéma qui est sur le côté gauche, on peut avoir donc des voies accessoires qui sont loin de l'anneau, donc qui sont épicardiques. C'est ça la difficulté ou la particularité, on va dire, anatomique des voies accessoires à droite. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, j'ai tiré cette diapositive d'un papier, d'un livre américain, pardon, donc qui parle pour les voies accessoires qui sont à droite. Il exige pour réussir l'ablation que le ventricule, le GM ventriculaire soit très précoce par rapport à l'onde delta, moins 10 par rapport à ici à gauche. Il suffit d'avoir un intervalle inférieur à 0. Alors, en scopie, voici comment on peut localiser les différentes voies accessoires. Donc, on a les antérolatérales qui sont généralement, les antérieures d'une façon générale, qui sont entre 1 heure et 10 heures. Et les latérales, c'est entre 10 heures et 8 heures. Les postérieures, c'est entre 8 heures jusqu'à l'abouchement du sinus coronaire. Les postéroseptales, droit, c'est autour du sinus coronaire. Et après, on va voir les mid-septales par la suite, les septales, etc. Je vais vous donner ici un exemple d'un mapping d'un patient qui a une voie accessoire à droite. Donc, on a mis la sonde ici en position antérieure. Là, c'est en position antéro-septale, c'est presque avec le faisceau de His. Ici, c'est le postéroseptal et là, c'est le postérolatéral. Donc, voici ce qu'on a enregistré dans cette position antéroseptale. Et ici, en position postérieure, postéroseptale. Là, c'est la position postérieure, donc le A et le V ne sont pas collés. Et en position antérieure, regardez, c'est la meilleure localisation parce qu'on a le AV qui est très court avec le GM ventriculaire qui précède le début ici du QRS de surface. Donc, l'ablation, elle va se faire dans cette position, c'est un quinte antérieur. Cette diapositive, je l'ai rajoutée, c'est pour vous montrer que parfois, pour faire les ablations à droite, surtout les localisations antéroseptales, il faut partir par voie haute, c'est-à-dire qu'il faut ponctionner en plus la veine sous-clavière et probablement la veine sous-clavière gauche. Elle donne le meilleur appui pour cette localisation antéroseptale. Parfois aussi, c'est très, très compliqué. Des fois, les voies accessoires qui sont épicardiques, qui sont profondes, parce que comme déjà, je vous ai expliqué sur le schéma anatomique, l'anneau, il est profond, il est épais, et parfois, l'ablation ne peut pas se faire comme ce cas clinique, où ils n'ont pas pu faire l'ablation par voie épicardique, ils étaient obligés de passer par voie par voie endocardique. C'était pas possible, ils ont passé par voie xiphoïdienne vers l'épicarde et ils ont même fait une coronarographie de la coronaire droite pour l'éviter au cours du tir de radiofréquence. Alors maintenant, on va parler des voies accessoires septales. Alors, je vais être très courte parce qu'il nous reste quand même les manœuvres de discrimination. Les voies septales, les voies antéroseptales, toujours, il faut faire très attention parce qu'on a ici le faisceau de His. Il faut vraiment faire très attention parce qu'on peut léser le His et on peut provoquer un BAV. Donc, il est recommandé de faire une titration de la radiofréquence, c'est-à-dire qu'il faut monter en énergie progressivement ou le meilleur cas, c'est bien, si on a les moyens, c'est la cryothérapie. Voici ce qu'on voit à peu près en scopie. Donc, la sonde, elle est très proche. Regardez ici, c'est une ablation par voie haute pour avoir une meilleure stabilité. Et la sonde, elle est très proche du His.
Les voies accessoires mid-septales, généralement, c'est entre le faisceau de His et le mapping, il va se faire entre le faisceau de His et la sonde du sinus coronaire. Alors, maintenant, les voies accessoires postéro-septales sont, je pense, les voies accessoires les plus difficiles parce que déjà, on a anatomiquement cette zone-là qui est très complexe parce qu'on a la convergence des 4 chambres, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, le ventricule droit, et aussi on a l'abouchement du sinus coronaire qui est proche ici, on a l'artère du nœud auriculo-ventriculaire qui est ici. Il faut savoir aussi que cette zone, cette croix du cœur, regardez que le septum interatrial, il est un petit peu dévié vers la gauche et l'oreillette droite, il y a une partie qui communique directement avec le ventricule gauche. C'est pour cette raison que parfois, on peut avoir des faisceaux de Kent avec une insertion atriale au niveau de l'oreillette droite et une insertion ventriculaire gauche. Donc, cette région, c'est postéro-septale. On peut avoir, elle englobe la plus grande partie des voies accessoires épicardiques. Donc, on a comme le 1 ici, la voie accessoire numéro 1, c'est entre oreillette droite, ventricule droit. Le numéro 2, c'est entre oreillette droite et ventricule gauche. 3, c'est un postéro-septal entre oreillette gauche et ventricule gauche. Et on a les voies accessoires qui prennent origine au niveau du sinus coronaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la musculature, il y a du muscle qui entoure le sinus coronaire et parfois même les extensions vers surtout la médial-cardiaque veine. Et donc, on peut avoir des voies accessoires qui prennent origine ici. Et il ne faut pas, donc, surtout si vous avez un aspect projeté au niveau de la dérivation des deux, il faut mapper ici. Je vais passer rapidement de tout ça. Bien sûr, parfois, la voie accessoire, elle peut être cachée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le mapping en antérograde, mais plutôt en rétrograde. Je vous donne un exemple d'un mapping rétrograde. Ici, c'est un mapping en tachycardie, parce qu'on ne simule pas, c'est la tachycardie spontanée. Donc, on voit que dans le sinus coronaire distal, l'oreillette, elle est la plus précoce par rapport au sinus proximal. Donc, c'est une voie accessoire qui est à gauche. Et regardez ici, donc dans la dérivation, dans l'enregistrement de la sonde d'ablation, on a le V qui est collé au niveau avec le GM atrial. Donc, c'est un bon site. Il faut calculer cet intervalle qui doit être inférieur à 40 millisecondes. En résumé, pour l'ablation des tachycardies, des voies accessoires, il faut connaître que cette zone déjà à gauche, commençons par la gauche, cette zone qui est la zone grise, donc elle est exclue parce que la zone de continuité mitro-aortique, donc il n'y a pas de voie accessoire ici, entre midi et 4 heures, donc c'est les voies latérales gauche. La meilleure approche, c'est l'approche transseptale, c'est l'idéal, mais on peut faire bien sûr par voie rétrograde. Il y a entre 4 heures et 6 heures, c'est les postérolatérales gauche. Entre midi et 6 heures, donc, ou 8 heures ici, 7 heures, 8 heures. Donc, entre 6 heures et 8 heures, pardon, c'est le postéro-septal gauche. Et les meilleures approches, c'est le rétro-aortique. Alors, pour les voies accessoires gauche du sinus coronaire, il est conseillé d'utiliser les sondes irriguées parce qu'elles sont profondes, épicardiques. Pour les voies accessoires à droite, donc entre 1 heure et 10 heures, c'est les voies antérieures droite. Entre 10 heures et 8 heures, c'est les voies accessoires. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. D'accord. Oui, on vous entend. D'accord, désolé, ok. Donc, entre 10 heures et 8 heures, c'est le latéral droit. Entre 8 heures jusqu'à l'abouchement du sinus coronaire, c'est les postérieurs droits. Et près de l'ostium du sinus coronaire, c'est le postéro-septal droit. Et entre l'enregistrement, entre 1 heure, passant par le IS, entre le IS et
et l'oscium du sinus coronaire, tout ça, on appelle les nodo-ischiens. Les antéroseptales, c'est proche du is, et le mid-septal, c'est entre le is et le sinus coronaire. Alors, maintenant, je vais vous parler des manœuvres de discrimination, des tachycardies. C'est très important parce que c'est pas toujours évident. Il y a plusieurs tachycardies selon la classification de la Société européenne de cardiologie qui se ressemblent énormément sur l'électrocardiogramme de surface. Donc, parfois, on a des tachycardies, il faut avoir l'œil, il faut être très, très attentif, il faut bien analyser le CG. Comme ici, il y a beaucoup qui passent à côté du diagnostic, il faut faire très attention. C'est un patient qui présente un flotteur parce qu'on voit l'onde de T ici. L'onde de T, elle est pointue. On ne peut pas avoir une onde de T pointue comme ça. Donc, c'est un flotteur. Il y a 2 oreillettes pour un ventricule. Ça, c'est des diagnostics généralement faciles. Mais le problème, il se pose essentiellement quand on a ça, quand on a une tachycardie qui est régulière, AQRS fin, et on a une oreillette pour chaque ventricule. Donc, l'oreillette égale au ventricule. Et on ne sait pas trop, est-ce que c'est cette oreillette qui a donné le ventricule, c'est une tachycardie atriale, ou le contraire, c'est une oreillette qui vient d'une conduction rétrograde. Tout ce qu'on peut dire sur cet électrocardiogramme, qu'on ne doit pas éliminer toutes les tachycardies réentrantes avec une conduction rétrograde parce qu'elle est négative dans la dérivation inférieure des 2, des 3 AVF, positive en V1. Il y a aussi ce genre de tachycardie qu'on voit souvent, donc régulière, QRS fin, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas du tout l'auriculogramme, presque, on ne voit pas. Regardez ici en V1, regardez cette dérivation V1, et après, cette dame, elle était enceinte, on lui a donné de l'isoptine en comprimé. Donc, après réduction, regardez si on compare l'aspect en V1 en rythme sinusal par rapport à celui en tachycardie. Donc, en fait, c'est pas un BID, mais c'est une onde de P'. Bon, bien sûr, pour faire la discrimination, il faut toujours comprendre le mécanisme de chaque tachycardie, sinon on ne peut pas avancer dans les manœuvres de discrimination en endocavitaire. Donc, sur cet électrocardiogramme, quel est le diagnostic probable à votre avis? Si vous pouvez, si quelqu'un il veut me répondre. Donc, une tachycardie périentre et intranodale type slow fast. Très bien, exactement. Donc, si on revient à cet algorithme de la Société européenne de cardiologie, vous allez voir ici à la fin de l'algorithme, les 3 diagnostics qui se répètent à chaque fois, c'est la réentrée intranodale, la VNRT, la tachycardie atriale et la VRT. Mais pourquoi on dit que il faut, la première des choses, c'est qu'il faut voir est-ce que le RP' est court ou non. C'est-à-dire qu'ici, c'est un RP' qui est court, mais qui est très court, parce qu'il est inférieur à 90 millisecondes, donc ça évoque plutôt une réentrée intranodale, parce que, comme vous savez, c'est une réentrée qui se fait au niveau du nœud AV, c'est petit, donc l'activation de l'oreillette, elle est très rapide. Par contre, si le RP' il est supérieur à 90 millisecondes, il faut évoquer plutôt souvent en premier la VRT, la voie accessoire, typique. Après, je reprends cet électrocardiogramme, cet ECG, quels sont les 3 diagnostics à évoquer? Tachyatriale, la VRT, la VNRT. D'accord, mais quel type d'AVRT, s'il vous plaît? Parce que pourquoi moi je vous pose cette question? Parce que généralement, une AVRT ça a l'air d'être une PGRT, celle-là. Exactement, oui, exactement, Vous tout à fait. Donc, là, c'est ça. la PGRT, maintenant, c'est une appellation ancienne. C'est ce qu'on appelle la Permanent Reciprocating Junctional Reciprocal Tachycardia. Exactement. Mais c'est une appellation ancienne. Il vaut mieux garder l'appellation AVRT. AVRT, et après, comme j'ai déjà dit, il y a des voies accessoires
Atypiques, exactement. Les plus célèbres des voies accessoires atypiques, donc on a la PGRT, ou appelée aussi par les Français la tachycardie de Koumel, parce que c'est une voie accessoire qui se caractérise par une conduction exclusivement rétrograde et avec une conduction qui est lente et décrémentielle. Et donc, si on a cet aspect RP' supérieur à P', ça doit nous faire on doit évoquer le diagnostic de PGRT. L'autre diagnostic, quel est le deuxième diagnostic? Et sur le plan clinique, excuse-moi Wafa, sur le plan clinique, c'est important de dire que c'est une tachycardie, je ne sais pas si tu l'as dit, que c'est une tachycardie qui est souvent incessante et donc souvent chez les jeunes, surtout les femmes, et qui entraîne très souvent dans une cardiomyopathie rythmique. Exactement, c'est une tachycardie chez une patiente, elle est vraiment incessante et elle répond aussi. Insister. Oui, oui. Et quel est le deuxième diagnostic? AVNRT, slow fast. Alors, les deux diagnostics, Non, il y a la tachycardie atriale basse. La tachycardie atriale basse, très bien, basse, il faut dire basse parce que ça. Très bien, parce qu'une tachycardie atriale qui vient de toi, elle est positive. Tout à fait. Tachyartriale, PGRT ou AVRT atypique. Et troisième, AVNRT, mais je ne suis pas d'accord avec Mohamed Hanafi, ce n'est pas le slow fast, mais plutôt fast slow. Fast slow, exactement. Voilà. Donc, c'est le contraire. Justement, c'est. Fast slow, oui. Oui, je vous ai donné cet électrocardiogramme, c'est pour vous montrer l'intérêt du diagnostic de discrimination en endocavitaire. Alors, j'imagine que vous connaissez tout ça, je vais passer. Bon, pour être honnête, cette présentation, je l'ai tirée du cours de DU du professeur Deharou, professeur chef service Marseille, de rythmologie Marseille. Donc, je vais vous parler un petit peu de quelques manœuvres. Il y a des trucs qu'on va analyser, on ne va rien faire, on va juste analyser le début. Moudjilida, oui. N'oublie pas que tu avais que 30 minutes et là tu as 46. Non, on ne m'a pas dit, professeur Aoudi, on ne m'a pas dit que c'était 30 minutes. On m'a dit chacun de nous a 30 minutes. Donc, voilà, continue. Vas-y, continue. Permettez-moi de couper la poire en deux parce que j'ai pensé à ça. J'ai pensé au fait qu'effectivement, Wafa, elle nous a d'abord parlé d'un topo qui est très intéressant, voilà, où elle a mis assez de temps pour finalement aborder une partie qui est aussi très intéressante, qui est donc la discrimination des tachycardies. Et moi, j'ai même l'impression que ça doit faire l'objet d'un cours entier. Ça doit faire l'objet d'un cours entier. Donc, avec l'autorisation du professeur Mervat et du professeur Roland Guetta, je crois qu'on va devoir allonger notre séminaire et rajouter, parce qu'on doit déjà rajouter un cours qui sera donné par un membre de l'European Air Rhythm Association sur l'épidémiologie de la fibrillation atriale en population générale. Donc ça, c'est un cours qu'on doit rajouter. Et Wafa, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu fasses un cours spécial sur la discrimination comme tu es en train de vouloir faire parce que on n'aura pas le temps d'aborder ça maintenant. S'il faut qu'on reste sur les temps. Aimé, est-ce que tu peux m'aimer si tu permets, la présentation de Wafa est extrêmement importante, est intéressante. Elle présente très, très bien. Je pense que moi, ce que j'ai envie de dire, on va la laisser présenter de manière doucement, ralentie, parce que nos collègues, j'ai compris un peu leur frustration, c'est qu'on leur donne beaucoup d'informations et de manière accélérée. Donc, moi, ce que j'avais dans ma présentation, c'est des cas réels que j'ai ablatés dans le service. Comment on a fait les manœuvres, comment on a abouti à faire un diagnostic topographique, quelles sont les manœuvres, et puis là. Donc, c'est vraiment de la pratique. Donc, ce que je suggère à tout le monde, c'est que Wafa termine son exposé théorique sur la discrimination des tachycardies par des manœuvres de stimulation. Et puis moi, j'interviendrai probablement une autre fois, si vous le voulez bien. Si on a le temps, j'attendrai la fin. Sinon, j'interviendrai dans une autre session qui sera purement pratique et qui prendra probablement 45 minutes ou voire plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, moi, j'ai aucun problème. Moi, de toute façon, on m'a pas dit auparavant le temps. On m'a demandé de préparer le diagnostic intracardiaque, des AVRT et les manœuvres de discrimination. Donc, c'est pour cette raison, moi, je Ok, ne savais ok, pas. vas-y, Wafa, vas-y. Mais je t'aurais même aussi proposé autre chose. Tu as vu que c'est ce que Clément a fait et ce serait bien que chaque présentateur puisse activer l'option vidéo caméra pour qu'on voit le présentateur. Parce que c'est bien que nous nous connaissions tous et c'est surtout bien que nous connaissions en fait les personnes qui nous distillent la connaissance. Parce que demain, dans un congrès ou ailleurs, il faudrait bien qu'un de nos membres puisse reconnaître son maître parce que tous ceux qui présentent sont des maîtres. Et donc, Wafa, si ça ne te pose pas un problème, j'aurais aimé que tu actives ta caméra. Je ne sais pas comment le faire maintenant, mais promis, la prochaine fois, on va se voir, professeur Bonnet, il n'y a pas de problème. D'accord. OK, vas-y alors. Termine donc ta présentation avec l'autorisation du professeur Aoudia. Merci à vous tous. Merci, professeur Aoudia. Donc, maintenant, je vais vous parler des signes de discrimination qui sont très, très importants. Il y a certains signes qui sont, c'est juste, on va les analyser, on va pas intervenir. Donc, on va voir le démarrage de la tachycardie. Donc, si vous avez un démarrage avec un allongement brusque du PR, ça peut nous orienter vers une réentrée intranodale. Si on va analyser aussi la morphologie de l'onde P, si cette onde P elle a la même morphologie que celle de la tachycardie, donc c'est plutôt probablement, c'est pas spécifique à 100%, mais probablement une tachycardie atriale. Par contre, si elle est différente, donc ça évoque le diagnostic de l'AVNRT ou AVRT. Comme vous voyez ici, au début, on a l'onde P, le rythme sinusal normal, et après, on a le démarrage de la tachycardie et la première activité atriale est la même que celle de la tachycardie. Donc, c'est plutôt probablement, c'est une tachycardie atriale. On ne va pas bien sûr retenir le diagnostic d'emblée, mais c'est des signes d'orientation, ce ne sont pas des signes spécifiques. Aussi, c'est très important de faire l'analyse de l'arrêt de la tachycardie. Une tachycardie atriale, elle va s'arrêter automatiquement logiquement sur un ventricule. Donc, parce que c'est l'oreillette qui entraîne le ventricule. Par contre, l'AVRT et l'AVNRT, la réentrée intranodale, très souvent, elle s'arrête sur la voie antérograde, la voie lente. Donc, on aura en dernier le A, l'oreillette en dernier. Comme cet exemple en endocavitaire. Donc, on a déjà, si on voit l'activation ici, c'est une activation, on va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire concentrique. Elle est concentrique avec un arrêt de la tachycardie et le dernier, c'était l'onde A. Donc ici, on ne peut pas parler d'une tachycardie atriale en premier. On va évoquer plutôt une AVRT ou AVNRT. Voilà un autre exemple, une autre tachycardie, mais avec cette fois-ci un VA qui est un peu plus lent par rapport à l'exemple précédent. Donc aussi, ça ne peut pas être une tachycardie atriale quand ça s'arrête sur une oreillette. Alors, le troisième signe aussi d'orientation, c'est la variation du cycle. Si vous avez un allongement au cours de la tachycardie, un bloc de branche, et vous avez un allongement du cycle de la tachycardie, il faut évoquer probablement une voie accessoire homolatérale du bloc de branche. C'est très important. Mais cet allongement, en endocavitaire, on doit calculer le VA. C'est un allongement qui dépend de la conduction rétrograde entre le ventricule et l'oreillette et non pas dans la conduction antérograde parce que c'est le circuit en intraventriculaire qui s'est allongé, comme ici en cas de bloc de branche gauche. Bon, généralement, une question à tout le monde. Sur le plan culturel, parce que c'est bien de connaître l'histoire justement de l'électrophysiologie. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qui a décrit ce mécanisme du bloc de branche gauche ralentisseur? Est-ce que les jeunes là connaissent l'histoire du bloc de branche gauche ralentisseur?
Personne? Moi, l'histoire, non, je ne la connais pas. La physiologie du bloc de branche ralentisseur, oui, mais l'histoire, je ne sais pas qui l'a décrit, premièrement. Alors, si je ne me trompe, sauf si c'est un abus des Français, mais c'est le professeur Robert Slama de la Riboisière qui faisait partie donc de l'équipe de Philippe Coumel. On a parlé de Coumel tout à l'heure. La Riboisière, ça a été l'un des plus grands centres, peut-être même le premier centre français en électrophysiologie, pionnier dans plein de choses. Et le professeur Philippe Coumel, il a découvert beaucoup de choses. Et donc, le bloc de branche ralentisseur, c'est Slama qui était donc son collègue, ils travaillaient ensemble, qui a décrit ce mécanisme en premier et qui a donc démontré que c'est en fait une voie accessoire homolatérale. Voilà. Merci, professeur Monique. Merci. Voilà. Merci. Alors, il faut quand même savoir faire le diagnostic du bloc de branche ralentisseur. C'est au dépend de l'intervalle VA. Donc, il doit être à au moins 35 millisecondes pour parler d'une voie accessoire latérale. Et parfois, il n'est pas vraiment discriminateur. On n'a pas une prolongation importante et ça n'exclut pas quand une voie accessoire, quand la voie accessoire, elle est septale. Donc, l'allongement, il ne va pas être très significatif, il sera inférieur à 25. C'est plutôt pour discriminer les voies accessoires qui sont latérales. Et savoir calculer le VA, c'est le ventricule, c'est le début du QRS de surface jusqu'à l'onde A endocavitaire la plus précoce. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse. Le quatrième signe de discrimination, c'est l'intervalle VA. Ici, il faut faire très attention, on parle du VA en endocavitaire et non pas à l'ECG de surface. À l'ECG de surface, il y a une modification sur le papier de la Société européenne de cardiologie de 2019, sur les guidances des TSB. Il parle sur l'ECG de surface de 90 millisecondes. Par contre, en endocavitaire, on retient toujours les 70 millisecondes. Donc, s'il est très court, on est plutôt AVNRT. S'il est lent, on ne peut pas dire grand-chose. Ça peut être les trois diagnostics qui posent toujours problème, de l'AVRT, la VNRT et la tachycardie atriale. Après, le cinquième critère, comme il nous a parlé la fois passée, le professeur Mohamed Saïd, l'Égyptien, de la conduction, toujours il faut commencer l'exploration. Quand il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire, commencer la stimulation de la chambre contralatérale. Il ne faut pas commencer par la stimulation atriale parce qu'on risque de provoquer une fibrillation atriale et on va compliquer la procédure, etc. On va prendre du temps. Déjà, c'est bien de commencer par une conduction rétrograde, par stimulation, le mapping rétrograde, une stimulation ventriculaire pour voir est-ce qu'il y a une conduction rétrograde ou pas. Eh bien, déjà, si on n'a pas une conduction rétrograde du tout, donc le premier diagnostic à évoquer, c'est bien sûr la tachycardie atriale. Il n'y a pas de conduction rétrograde. On peut avoir une tachycardie réentrante. Ce n'est pas possible. Après, si on a cette conduction rétrograde, il faut voir, est-ce que cette conduction, elle est décrémentielle ou non? Si elle n'est pas décrémentielle, donc c'est une conduction qui ne dépend pas du nœud AV ou du faisceau de His, donc c'est probablement une AVRT. Par contre, si cette conduction elle est décrémentielle, ici, il faut bien analyser, on ne peut pas faire la différence. Il y a, comme j'ai déjà dit, il y a des voies accessoires atypiques. Donc, on peut avoir, comme la tachycardie de Koumel ou les AVRT atypiques. Donc, on peut avoir une conduction décrémentielle. Après, l'autre manœuvre de discrimination, c'est d'analyser cette séquence d'activation atriale. Bien sûr, comment on va analyser cette séquence d'activation atriale? Eh bien, en se basant sur deux enregistrements. Il y a l'enregistrement au niveau du sinus coronaire. Je ne sais pas comment enlever cette barre. Je ne sais pas si elle dérange ici l'écran, peut-être. Non, ça ne nous aide pas. On ne la voit pas, nous, on ne la voit pas. Ah, d'accord. Parce que moi, elle me dérange un petit peu. D'accord. Non, tu ne la vois pas, tu peux continuer. OK. Donc, ici, l'analyse de l'activation, de la séquence d'activation, elle va se faire sur l'enregistrement au niveau hissien, la sonde du His et la sonde du sinus coronaire. Donc, on parle d'activation concentrique, c'est quand on a
logiquement, l'activation qui dépend du nœud AV, on aura un enregistrement de l'oreillette la plus précoce au niveau ischien, plus ou moins au niveau du sinus coronaire proximal et non pas distal, comme ici. Donc, le latéral, comme c'est écrit ici, un quinte latéral droit, c'est une activation qui est concentrique, alors qu'ici, si vous avez une activation qui est plutôt un ischie tardif, c'est une activation qui est excentrique et ça exclut une réentrée intranodale. Après, on va passer vers les manœuvres de discrimination. Maintenant, on a fini notre analyse. On va voir les manœuvres de discrimination. Il faut faire la différence. Il y a les manœuvres qui sont en rythme sinusal, il y a des manœuvres en tachycardie. Alors, en rythme sinusal, tout est logique. Donc, on va faire la stimulation différentielle du ventricule droit. C'est très simple. S'il vous plaît, Oui. je voudrais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut prendre les questions par étapes? Parce qu'après, entre les manœuvres, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment est l'auditoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avant de passer à l'étape prochaine, il faudrait s'assurer que les gens aient compris tout ce que vous avez expliqué? Oui, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est qu'il faut voir, on va voir par la suite, j'ai des cas cliniques, mais ici, c'est très simple. C'est-à-dire une tachycardie, je vais vous expliquer doucement, une tachycardie. Non, moi, je précise que pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais moi, je connais très bien le public qui est en face et je connais la complexité de ce que vous présentez. Ça a l'air simple comme ça, mais je me pose la question s'il ne faut pas quand même demander à l'auditoire s'ils ont des questions sur ces... Enfin, je ne sais pas ce que nos maîtres en pensent là-bas, mais bon, moi, tu as raison et on peut donc poser la question à l'auditoire. Est-ce que vous avez des questions jusque-là à poser au docteur Wafa? Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas bien comprises et qu'il faudrait peut-être qu'elle répète? Oui, bien sûr. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, a priori, pas de questions. Okay. Donc, vas-y, Wafa, continue alors. D'accord. Donc, après, de toute façon, vous avez raison parce que en fait, il faut s'attarder un petit peu sur l'activation concentrique et excentrique. Quand l'activation, elle est excentrique, c'est-à-dire l'oreillette la plus précoce, elle est enregistrée au niveau du sinus coronaire distal. C'est très loin du faisceau de His, c'est très loin d'une AV, donc ça ne peut pas être une AVNRT, une réentrée intranodale. Par contre, tout le problème, c'est au niveau de l'activation concentrique. Quand on a une activation concentrique, on a des voies accessoires, comme j'ai déjà parlé de ça, des voies accessoires antéroseptales qui sont proches du faisceau de His. Donc, on a une activation qui est concentrique. Donc, les tachycardies atriales aussi, qui prennent origine proche du faisceau de His ou proche de l'ostium du sinus coronaire, on aura un enregistrement qui ressemble à une activation concentrique. Donc là, on a besoin de ces manœuvres pour faire la différence, pour voir est-ce qu'il y a une voie accessoire ou non. Maintenant, on va parler des manœuvres de discrimination en rythme sinusal. Premièrement, on a la stimulation différentielle du ventricule droit. C'est très simple, c'est très logique. Nous, généralement, en exploration électrophysiologique standard, on met la sonde au niveau de la pointe du VD. Donc, très souvent, on a une stimulation au niveau de l'apex. Quand on stimule au niveau de l'apex, donc l'influx, il va emprunter donc, le septum, la branche droite, le septum, et puis il va remonter vers l'oreillette. Donc, le chemin, il est plus court ici, de l'apex vers l'oreillette. Par contre, si on stimule de la base, vous savez, le myocarde ventriculaire, il n'a pas de voie de conduction spécifique. C'est une dépolarisation qui va se faire de proche en proche. Donc, l'influx, il va prendre plus de temps quand on stimule au niveau de la base. Il va descendre vers l'apex, capturer la branche droite pour remonter vers le faisceau de His et activer l'oreillette. Par contre, si on a une voie accessoire typique, un faisceau de quinte typique d'insertion basale, quand on stimule ici au niveau de la base, on aura un VA qui est plus court de la base par rapport à celui de l'apex. Donc, ça ne peut être qu'une voie accessoire. C'est pas possible. Si on n'a pas une voie accessoire,
automatiquement, l'intervalle de stimulation de la base vers l'oreillette, il sera que celui de l'apex vers la base. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez ici, donc on a la simulation différentielle entre l'apex et la base. C'est une conduction ici qui se fait par, ça on le sait, c'est une voie rapide. Regardez le VA de l'apex. Comment je sais que c'est une stimulation apexienne? Comme ça, je vais vous poser des questions pour s'assurer que les gens me suivent. Par rapport ici, on a la stimulation apexienne, en bas, on a la stimulation basale. Qui peut me dire comment, si je n'ai pas écrit apex base, comment savoir que je stimule au niveau de l'apex et je stimule au niveau de la base? Hanafi, c'est moi, Mervet. Hanafi, oui. Répondez Hanafi. Yalla. Hanafi. Mohamed Hanafi n'est pas là? Ok. Hind? Oui. Répondez à la question de Wafa. J'ai pas entendu. Comment savoir sur l'enregistrement ici qu'on est en train de stimuler l'apex et ici en bas on stimule la base? Allô? Quelle est la différence? Allô? Hind, le VA time. Oui, je suis ici. Allô? Je suis ici. Ok, Mohamed Hanafi, répondez s'il vous plaît. Ah, le CG de surface, le BBD, le BBG. Question, posez la question encore, il y a Wafa. D'accord. Comment savoir? J'ai déjà écouté. Vas-y. On est en train de stimuler l'apex en haut et la base en bas. Tu viens juste de nous montrer, c'est le CG de surface, c'est le V1, c'est l'aspect de BBD ou BBG. Non, ça c'est pour faire la différence entre stimulation du VG et du VD. Mais moi je parle de l'apex et la base. On est toujours dans le ventricule droit, on n'est pas passé à gauche. Soit que l'inférieur c'est négatif ou positif. On voit bien, c'est des deux. Très la positivité. Bien, c'est la positivité, exactement. Donc, voilà. Quand on stimule au niveau de la base, l'influx va se diriger vers la dérivation des deux. Les dérivations inférieures sera positive et ici, c'est négatif. Voilà, négatif. Comme ça, pour qu'on puisse être d'accord sur ça. Donc, regardez, si je stimule de l'apex et ça conduit par la voie rapide, donc on a un VR SA qui est à 140 millisecondes. Par contre, quand on stimule de la base, l'influx, l'intervalle VA est plus lent. En présence d'une voie lente, parfois on a une conduction rétrograde par la voie lente, on peut avoir la dualité nodale comme en antérograde, si on en rétrograde. Donc on a un allongement parce que le chemin est plus lent. Par contre, regardez ici, en cas de voie accessoire, on n'a pas une grande différence entre apex et la base. Donc ça nous oriente vers la voie accessoire. Est-ce que vous avez compris ça ou non? C'est clair. Donc, alors, ce que je vais oui? Quand même dire pour un peu rassurer le docteur Jean Timnou, c'est que malheureusement, il est impossible pour un cours magistral comme celui-ci de tout maîtriser pour les jeunes. Donc, ce que les gens devraient faire, c'est peut-être avant lire ou alors après un cours comme celui-ci, on sait exactement ce qui est l'essentiel, c'est qu'il faut aller relire après dans les bouquins et surtout aussi d'aller revoir l'enregistrement qui est toujours mis sur le site de l'AFRA. Donc, on peut après repartir, réécouter ce que Wafa a dit, prendre un bouquin, lire attentivement pour avancer parce qu'il ne faut pas avoir la prétention de pouvoir apprendre et maîtriser une technique aussi complexe simplement après 30, 40 ou 1 heure de présentation. Mais ceci donne simplement une idée, non seulement de la complexité, mais de l'essentiel qu'il faut retenir et qu'il faut aller relire pour mieux maîtriser la technique. En plus maintenant des stages pratiques qu'il faut faire et qu'on va aussi essayer d'organiser pour les jeunes.
Oui, exactement. Merci beaucoup, professeur Bonny, parce que je pense qu'il a très bien compris mon inquiétude. Parce qu'effectivement, moi, j'appuierais vraiment le dernier conseil qu'il a donné. S'il y a quelque chose à conseiller aux gens, c'est d'aller réécouter ses cours, les réécouter N fois. Parce que ce qu'on a tous fait, hein, moi, quand je préparais ce DU, c'est exactement ce que j'ai fait. Je réécoute le cours du professeur Dearo, la présentation qu'il nous a faite tout à l'heure, X fois. Parce que ça a l'air d'être très simple, base Apex, mais en vérité, c'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe pour l'électrophysiologiste débutant, surtout qui n'a pas accès au bloc d'électrophysiologie tous les jours. Donc, je remercie vraiment le professeur d'avoir tenu compte de tout ça. Excellent, excellent. Merci. Merci, professeur Bonny. D'accord. Donc, voilà. Un autre exemple donc d'une simulation différentielle. Regardez, ici le QRS en D2 c'est négatif, donc on simule au niveau de l'apex et à droite, à gauche, on est sur la base. Donc, s'il n'y a pas de grande différence, c'est en faveur d'une voie accessoire. L'autre manœuvre aussi qui est très importante, très intéressante, c'est la simulation para-hessienne. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, par rapport à la manœuvre que vous venez de décrire, est-ce qu'elle est valable pour toutes les voies accessoires? Merci. Non. Quand on a une activation qui est excentrique avec un VA qui est précoce, le plus précoce au niveau du sinus coronaire distal, là, on ne va pas se poser beaucoup de questions. C'est une tachycardie, c'est évident. C'est un quinte qui est gauche, latéral gauche. Par contre, le problème, c'est plutôt avec les voies accessoires septales. C'est plutôt les voies accessoires antéroseptales et les mi-septales. Parce que ici, c'est l'activation, elle est proche du faisceau de His, donc elle pose un problème de diagnostic différentiel. Donc, mais si l'activation elle est vraiment excentrique, on n'est pas dans l'obligation de faire ces manœuvres. C'est pour faire la discrimination entre la réentrée intranodale et la voie accessoire septale beaucoup plus. D'accord? Je ne sais pas si, peut-être que je reposerai la même question à vous demandant si vous pensez que la manœuvre base Apex, elle est autant valable sur les voies accessoires droite que gauche. Oui, parce que en fait, des fois, quand la voie accessoire elle est à gauche, quand on simule du ventricule droit, on est loin, on peut pas être vraiment fiable avec cette manœuvre. Mais je pense en pratique pour les voies accessoires à gauche, ça ne pose pas de problème, hein, parce que le sinus coronaire il va nous orienter. C'est plutôt les voies accessoires septales. À gauche, il n'y a pas de problème. Je peux continuer ou vous avez d'autres questions? Continue, Wafa. D'accord. Donc, maintenant, on va parler de la deuxième manœuvre qui va se faire en rythme sinusal, c'est la stimulation para-hissienne. Donc, cette stimulation para-hissienne, comment on va la faire? C'est pour chercher une voie accessoire. C'est le même principe que la stimulation différentielle VD-Apex. On va mettre une sonde en avant, un petit peu en avant de l'enregistrement de la sonde hissienne, et on va simuler à haute énergie. Parce que pour capturer le His, quand on stimule le ventricule, on stimule généralement à basse énergie, donc on a des QRS larges. Mais quand on veut capturer le His, il faut simuler à haute énergie, 10 milliampères généralement, d'accord? Et comment savoir qu'on a capturé le His? Tout simplement, qui peut me répondre logiquement si je capture le His? Comment être sûr que j'ai capturé le His? Est-ce que quelqu'un peut... Tawfiq. Ahmed Tawfiq. Hanafi. Oui. Yalla, répondez, Hanafi. L'apparition de AHV. Non, en fait, c'est simple. Quand on capture le His, on aura une dépolarisation via le faisceau de His. Il a une conduction très rapide, donc on aura un QRS fin.
un QRS fin tout simplement. Par contre, si je ne capture pas le IS, il y aura une dépolarisation de proche en proche. Le myocarde, il ne conduit pas très rapidement comme le fait ce de IS et le QRS large. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Donc voilà, d'ailleurs, regardez sur cet enregistrement endocavitaire. Donc, pourquoi on a fait justement cette manœuvre? Parce que comme je ne sais pas qui m'a posé la question, est-ce qu'en cas de quinte latérale gauche? Non, en cas de quinte latérale gauche, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que regardez, être toujours basique, sinus coronaire proximal, vous voyez que l'oreillette, elle est plus précoce par rapport au sinus coronaire distal. Et le IS aussi, il est précoce. Donc, c'est une activation qui est concentrique. Donc là, exactement, c'est une activation concentrique. Est-ce que c'est une réentrée intranodale ou c'est une voie accessoire? Alors, pour faire la différence ici, on est obligé de faire cette manœuvre. Les jeunes, s'il vous plaît, ça c'est un moment important et c'est ce qu'on regarde très souvent. L'activation concentrique, excentrique, c'est fondamental. Et il faut que les yeux s'habituent. Donc, moi, je conseille vraiment de bien regarder c'est quoi l'activation concentrique. On commence par quoi? Quelle est la séquence qu'il faut observer et dans l'activation excentrique, comment se fait la séquence. Parce que ça, c'est un moment vraiment important. C'est l'un des moments qu'il faut vraiment retenir ici. Mais Wafa, je voulais te dire, sauf si Jean va me contredire, j'ai plutôt l'impression qu'il parlait des voies droites. Est-ce que tu vas aussi faire une stimulation apex et puis base si tu es à droite? Je pense que c'est la question que Jean avait posée. Il m'a dit si en termes de voie d'accessoire gauche, est-ce que cette manœuvre est fiable? Moi, je lui dis que probablement elle n'est pas fiable parce qu'on est loin. Il y a certains qui disent qu'il faut stimuler le ventricule gauche parce le principe de la stimulation différentielle, c'est qu'il faut être proche de la voie accessoire. Donc, si la voie accessoire, elle est à gauche et moi, je stimule au niveau de la base du ventricule droit, je pense qu'on n'aura pas la même fiabilité. Donc, c'est plutôt pour faire le diagnostic des voies accessoires effectivement à droite. Mais à gauche, je pense que ça ne pose pas de problème parce qu'à la base, on a le mapping du sinus coronaire qui va nous orienter. Ok, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste la petite précision que la stimulation base apex, elle est utile vraiment dans les voies droites et qu'à gauche, il faut un peu faire attention. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait, oui. Donc, regardez sur cette diapositive, donc les deux premiers QRS sont fins et le troisième, il est large. Et on compare donc en simulation, on compare l'intervalle VA. Les deux premiers, l'intervalle VA, il est à 99 millisecondes et avec le QRS large, il est à 170 millisecondes. Donc, quand on a les deux premiers, le QRS fin, c'est la capture du faisceau de His. Donc, c'est normal qu'on aura un VA court. Et après, quand on a perdu le His, la dépolarisation se fait de proche en proche. Elle descend de la base vers l'apex et puis remonte à nouveau vers l'oreillette. Et donc, elle prend plus de temps. Donc, il y a un allongement significatif, plus de 50 millisecondes. Donc là, on peut exclure par cette manœuvre la présence d'une voie accessoire à droite, bien sûr. Toujours, c'est surtout les voies accessoires à droite. Est-ce que c'est clair, ça ou pas? Je voudrais préciser aussi sur les voies rétrograde est toujours concentrique, c'est ça? Oui, pas toujours, mais... Si j'ai bien compris. Écoutez, bon, l'activation concentrique, c'est plutôt les voies antéroseptales et mid-septales. C'est plutôt ça. Par contre, les autres, vous allez voir que le VA est très loin. On aura parfois une activation au niveau de l'enregistrement de l'oreillette droite qui est plus précoce. Donc, les quintes qui sont latérales droit ou postérieur droit, antérolatéral droit, on n'a pas cette activation concentrique. Parce que quand même, la paroi latérale de l'oreillette droite, elle est loin quand même du His. C'est plutôt les voies accessoires antéroseptales, je le répète. Est-ce que c'est clair? Oui, mais je voulais juste rajouter que sur cette manœuvre, c'est pas vraiment le caractère concentrique qui doit attirer l'attention, c'est vraiment l'intervalle
entre le ventricule et l'oreillette lors du changement de morphologie du QRS d'un battement à l'autre. Alors là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans cette manœuvre-là. Oui, exactement, voilà. Mais je voulais dire qu'on a fait cette manœuvre parce qu'on a une activation concentrique qui pose problème. Voilà. Donc voilà, c'est simple, c'est ça le principe. Quand on capture ici de la base, l'intervalle sera plus court, c'est logique. Donc regardez ici, la même chose. Donc les deux premiers QRS ici sont larges, donc c'est une stimulation de la base. Et puis le QRS il s'affine, donc on a capturé le IS. Et vous voyez que l'activation, toujours, je le dis, je le répète, c'est toujours, elle est concentrique, ça pose un problème. Une activation précoce au niveau de IS, on voit que l'intervalle VA ici, SA, entre la stimulation, c'est un mapping en rétrograde. Donc, le SA qui est à 88 millisecondes. Et quand on a stimulé, on a capturé le IS, il n'y a pas de différence. Donc, certainement, ça passe par une voie accessoire. Alors, je vais passer maintenant aux manœuvres de discrimination en tachycardie. On a vu les signes d'orientation sur l'ECG, la tachycardie début, fin, la variation du cycle. Est-ce qu'il y a une conduction rétrograde? Comment elle est cette conduction rétrograde? Est-ce qu'elle est décrémentielle ou pas? Et puis, on a fait des manœuvres et le patient, il est en rythme sinusal. On est en train de voir… Mais, Wafa, excusez-moi, le atrial tachycardia, le prochaine fois. Okay? Atrial tachycardia was not discussed before. So we'll keep it for the next session. Pour le prochaine fois. Oui. D'accord. Je vais vous parler maintenant des critères de discrimination en tachycardie. Et si je peux me permettre, avant de passer en tachycardie, j'aimerais avoir votre appréciation sur le paraïsien pacing en général. Est-ce que, quand ça marche, c'est très beau, mais quand ça ne marche pas, quelles sont les questions que vous vous posez? Quelles sont les explications que vous avez? Et pour vous, est-ce que c'est une manœuvre que vous utilisez toujours de façon systématique? Ou alors, c'est une manœuvre dont on connaît les limites? Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais durant mes stages en France, ils l'utilisent essentiellement quand on a une activation concentrique. On commence, franchement, on la laisse en dernier, on commence par les manœuvres en tachycardie plutôt. Et si on n'arrive pas à faire le diagnostic, on passe à la stimulation parahisienne. N'est pas utilisé souvent. Parahisienne, la manœuvre is not easy. Ce n'est pas facile to capture the His and to get this narrow complex and to get the VA. And sometimes you might pace and you capture the atrium and the ventricle at the same time, simultaneous. So it is a maneuver for electrophysiologists should learn it. And all these lectures are recorded. So if you don't understand what Wafa was explaining, she's giving a very good lecture, then you can listen to her lecture one time, once, twice, 3 times until you understand. This is basic electrophysiology and okay. And this is what is electrophysiology is to encourage you to study and to know and to apply. So continue, Wafa. Thank you. Merci, professeur. Alors, si tu permets, Wafa, je voudrais juste intervenir pour dire que nous faisons l'ablation des valves accessoires depuis une vingtaine d'années et que cette manœuvre, effectivement, elle a été rarement utilisée dans nos centres. Je crois que nous avons suffisamment de manœuvres tout à fait simples qui nous permettent de discriminer les différentes voies accessoires, même si elles sont septales, et que très rarement, nous avons eu des difficultés parfois à voir à ce qu'il y avait vraiment une voie parahisienne, et à ce moment-là, surtout quand elles sont cachées, donc on utilise des manœuvres comme ça pour pouvoir retrouver une voie accessoire et tenter de l'ablater. Donc, mais ne vous inquiétez pas, la majeure partie, plus souvent 95%
des voies accessoires conablates, elles sont relativement faciles et je vous dirais que 65% des voies accessoires sont à gauche. Donc, tant mieux. À toi, Oui, Wafa, continue. Oui, merci professeur, exactement. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit, en France, quand j'ai fait mes stages, c'est souvent on fait ces manœuvres en tachycardie plutôt. Et c'est rare qu'on utilise la simulation parisienne, mais c'est c'est important de les connaître parce que parfois il y a des cas difficiles et si on comprend pas bien les manœuvres de discrimination, certes que c'est pas fréquent, mais on peut avoir un taux d'échec de 5% ou 4% parce qu'on n'a pas compris il s'agit de quoi. Donc, maintenant, je vais passer aux manœuvres de discrimination en tachycardie. Donc, ça, c'est un principe qui est très facile. Donc, on va entraîner la tachycardie, on va stimuler le ventricule et à une fréquence, bien sûr, supérieure à la tachycardie pour l'entraîner. Et après, pour la grande différence entre l'AVRT et la VNRT, c'est que dans la stimulation ventriculaire d'une tachycardie via une voie accessoire, on est proche de la voie accessoire. Donc, on aura un entraînement rapide, on aura une capture et un entraînement de tachycardie rapide et on est proche du circuit. C'est ça ce qui est le principe. Le principe, c'est ça. C'est qu'on est proche. Par contre, ici, dans la réentrée intranodale, la stimulation ventriculaire, on est loin de la réentrée. Quand vous savez que la VNRT, elle paraît facile, mais elle n'est pas facile parce que la réentrée intranodale, c'est une réentrée qui est localisée au niveau du nœud auriculoventriculaire qui se trouve au niveau de l'oreillette avec une activation qui est simultanée de l'oreillette et le ventricule. Il faut savoir que c'est un principe très important. Si on ne comprend pas les principes, on ne peut pas comprendre les manœuvres. La réentrée intranodale, il faut savoir que l'oreillette et le ventricule ne font pas partie du circuit. C'est difficile de savoir, de le comprendre, mais c'est ça. D'ailleurs, parfois, on a des AVNRT, des réentrées intranodales avec un bloc auriculoventriculaire 2 pour 1. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une tachycardie atriale. On a 2 oreillettes pour un ventricule, mais qu'il s'agit d'une réentrée intranodale. Parce que le ventricule n'est pas obligatoire, il ne fait pas partie du circuit. Et c'est décrit aussi le contraire, qu'on peut avoir plus de ventricules que d'oreillettes, parce que si l'oreillette ne fait pas partie du circuit. Ça, c'est le principe numéro 1. Le principe aussi, à l'opposé, la réentrée qui utilise une voie accessoire, le ventricule et l'oreillette font partie obligatoire du circuit. Ici, dans la réentrée intranodale, c'est un circuit qui est petit. Donc, l'entraînement, il va se faire un petit peu tardivement, on est loin du circuit. Par contre, dans la voie accessoire, on est proche du circuit. Donc, ça, c'est la base. Si on comprend ça, on peut avancer. Regardez ici, je vais vous donner déjà analyser la séquence de retour avant de calculer les intervalles et tout ça. Donc, la séquence de retour, quand vous voyez ici qu'on est en train de stimuler le ventricule droit, donc on a le VA, 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 et après, quand on arrête la stimulation, la tachycardie continue avec un retour, l'oreillette qui est la plus précoce, puis l'oreillette. Donc, on a un retour VA, V. D'accord? Donc, le V, dernière ventricule stimulée qui donne l'oreillette du ventricule stimulé, et puis cette oreillette, elle va donner le ventricule, et après la tachycardie continue. Donc, ici, c'est un retour VAV. Bon, professeur Melvet m'a dit ne parlez pas de tachycardie atriale, mais juste brièvement, quand on a un retour comme ça, on peut exclure une tachycardie atriale. Parce que la tachycardie atriale, quand on arrête la stimulation ventriculaire, c'est l'oreillette qui entraîne le ventricule. Donc, c'est l'oreillette qui va démarrer. Donc, c'est l'oreillette la première, ce n'est pas le ventricule. Après, ici, pardon. Donc, la tachycardie, comme je vous ai déjà expliqué, la réentrée intranodale, la séquence de retour. Donc, regardez l'intervalle entre le dernier ventricule stimulé et la première activation ventriculaire spontanée. On a un intervalle qui est long, qui est assez long.
Donc, c'est plutôt évocateur d'une réentrée intranodale. On va voir par la suite les détails. Et regardez ici, si on prend cet enregistrement, pareil, on est en train de stimuler. Vous voyez ici les spikes de la stimulation ventriculaire droite. Donc, on stimule avec un VA, VA, et après, on arrête la stimulation. On a un retour VAV, c'est-à-dire c'est le ventricule spontané le premier qui est entraîné par l'oreillette. Mais on remarque ici que le circuit, le PPI, il est plus court par rapport à l'ECG précédent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a un autre exemple ici. C'est juste pour vous montrer la différence entre une tachycardie réentrante et une tachycardie atriale. Ici, on est en train de stimuler toujours le ventricule et on a arrêté la stimulation. Regardez, on a une réponse VA-AV, c'est-à-dire on a l'oreillette qui a activé le ventricule et donc ça, c'est contre les tachycardies réentrantes, c'est une tachycardie atriale. Alors, après l'analyse de la séquence de retour, donc si on a une stimulation, si on a une réponse VAAV, donc c'est une tachycardie atriale certaine. Si la stimulation avec une réponse VAV, soit c'est une AVNRT ou AVRT. On va voir comment on va faire la différence. On va analyser ce qu'on appelle, on va calculer l'intervalle, on va mesurer déjà le PPI et le cycle de la tachycardie et on va faire le calcul PPI moins cycle de la tachycardie. Donc, s'il est inférieur à 115 millisecondes, c'est... Wafa? Oui? Oui? Continue. Donc, on va analyser, donc on va calculer le PPI moins cycle de la tachycardie de base. S'il est inférieur à 115 millisecondes, c'est logique, comme j'ai déjà dit, que la stimulation ventriculaire, on est proche du circuit, on est proche de la voie accessoire, donc on aura un PPI qui est inférieur à 115 millisecondes. Par contre, dans la réentrée intranodale, le circuit, il se fait au niveau du sommet du triangle de Koch. On est très loin. Ça se fait au niveau de l'oreillette droite. Donc, on aura un PPI. Cet intervalle, il sera très long, supérieur à 115 millisecondes. Donc, je répète, c'est très facile. On va entraîner la tachycardie, on va stimuler le ventricule et on va arrêter. Quand on arrête, la tachycardie continue. On va analyser d'abord la séquence de retour. Est-ce que c'est une séquence VAV et la tachycardie continue ou c'est une séquence VAAV? Le VAAV, ça évoque tachy atriale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a aussi le pseudo-VAAV dans la VNRT atypique. Mais restons simples, si on a VAAV, c'est plutôt une tachycardie atriale. Si on a une réponse, séquence de retour VAV, là, soit c'est une réentrée intranodale, soit c'est une AVRT. Si on a le PPI court avec quand on fait la différence entre le PPI et le cycle de la tachycardie, moins de 115, donc c'est une voie accessoire, tachycardie réentrante par une voie accessoire. Si on est loin, plus de 115 millisecondes, c'est une tachycardie AVNRT. Est-ce que c'est clair? Donc, regardez ici. Wafa, j'aimerais que tu dises aux jeunes ce que veut dire PPI. PPI, c'est une terminologie anglaise qui veut dire post-pacing interval. Donc, pacing interval, oui. Voilà. Et donc, il faut vraiment montrer ça. Comment est-ce qu'on calcule le PPI? Exactement. Je vais leur montrer ça. Alors, regardez sur le schéma qui est à gauche. Donc, on voit ici, c'est l'enregistrement en bas. En bas, c'est les spikes de la stimulation ventriculaire. C'est le ventricule droit qu'on stimule parce que là, c'est négatif en V1. On est sur l'apex parce que c'est négatif en D2. Ça, c'est dérivation D2. Et après, au milieu, on a l'enregistrement du sinus coronaire et l'enregistrement plus haut de l'oreillette et du IS. Donc là, on va commencer à stimuler et après, on arrête la stimulation. La tachycardie continue. Donc, ça, c'est le dernier spike, VA, après V,
AVA. Donc, le PPI, c'est le post-pacing interval. C'est l'intervalle de post-stimulation, c'est clair. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'intervalle entre le spike de stimulation ventriculaire jusqu'au ventricule, le premier ventricule spontané, d'accord? On va calculer cet intervalle qui est à 590 millisecondes dans cet exemple, et on va faire la soustraction de l'intervalle de la tachycardie, du cycle de la tachycardie, pardon, qui est de 399 millisecondes. D'accord, on va calculer le cycle de la tachycardie tout simplement. Et quand on fait le calcul, on est à 96 millisecondes. Donc, à 96 millisecondes, ça évoque ici, c'est 96 millisecondes. Donc, ici, c'est une réentrée par voie accessoire. D'accord? C'est une AVRT. Par contre, ici, à gauche, le PPI, il est très, très allongé. Il est à 199 millisecondes. Donc, ça, c'est une réentrée intranodale. Est-ce que c'est clair? C'est clair for electrophysiologists. mais ok, on va les initier comme ça, ils vont pas trouver des difficultés parce que lire ça, mais ça suffit, Wafa. C'est très bien, très bien, mais pas facile. C'est difficile pour les jeunes en KG1. Oui, mais il y a toujours un début. Donc, c'est bien de trouver quelqu'un qui va leur expliquer tout ça. Okay. They will listen to it again and again in order to understand, but you put them on the road to have this dose of electrophysiology. Do you have anything more? Because it is 15 minutes after 8 or 12 minutes after 8. Oui, bon, il reste un seul truc à analyser. C'est un peu compliqué aussi, mais bon, on va pas parler de ça. Mais à la fin du cours, tu peux expliquer les manœuvres encore. Machi? Mohamed Saïd will also explain it again. So, do you have cases for the... Yes? Oui, je vais leur donner 3 cas cliniques de diagnostic intracavitaire des AVRT. Mais simple, pas facile. Simple, ok. Not very, very simple. Donc, donc c'est pas la. Okay, Docteur Bonny, qu'est-ce que tu penses? Oui, non. C'est bon. Donc, qu'elle donne dans quelques cas. Après, je pense on va être obligé peut-être de prolonger la session, enfin, quand je dis la session, pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a le professeur Aoudia qui a préparé des cas qu'il ne pourra pas présenter donc aujourd'hui compte tenu de ce qu'on a épuisé le temps. Mais comme on est dans la répétition de l'enseignement, puisque la répétition est la mère de l'enseignement, comme on dit en français, et il faut reprendre. Donc malheureusement, je pense qu'on va devoir rallonger nos sessions, peut-être revenir sur cette partie des tachycardies jonctionnelles plus tard, avec donc peut-être une répétition sur les manœuvres de discrimination et puis donc les cas cliniques pratiques que le professeur Aoudia va devoir présenter et d'autres personnes aussi. Donc moi je pense que c'est pas mal. Donc on peut laisser Wafa terminer la session avec 1 ou 2 cas cliniques qu'elle va nous présenter rapidement. Oui, je vais vous donner juste des cas, un ou 2 cas faciles rapidement comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui veut répondre. S'il vous plaît, le microphone mute. Fais le microphone mute pour tout. Je vais vous donner juste 2 cas cliniques uniquement, parce que j'ai préparé beaucoup, mais voilà, c'est un peu
compliqué. Donc, ça, c'est facile normalement s'il y a quelqu'un qui peut intervenir. Cheikh Hadidi, est-ce que tu es là? Cheikh Hadidi? Oui, je suis là, professeur. Oui, je suis là, ok. professeur. Oui. Répondez à la question de Wafa, s'il vous plaît. Le microphone mute, please. Moi, your microphone. Moi. Posez la question, ya Wafa. Posez la question. El Hadidi. Ponce. On voit une activité excentrique durant la stimulation. C'est F2-3. Alors là, quand on voit, alors, tout d'abord, l'analyse du QRS. Ah là là. Non, c'était magnifique. On la même morphologie. Zoom. Oh là là. Windows. The name of MOADH, please turn off your microphone. S'il vous plaît. Docteur Mourad, vous pouvez éteindre votre microphone, s'il vous plaît. Il faut éteindre le micro. Alors là, on voit que les QRS ont la même morphologie sauf le deuxième. Alors, en regardant le GM, d'accord? Oui. En regardant le GM, on voit que pour l'activité atriale, donc ça commence au niveau de l'ostium du sinus coronaire 3-4. D'accord? Oui. Donc puis le is distal, d'accord? Puis le is médian et le is proximal. Donc l'activation n'est pas concentrique. L'activation rétrograde. Voilà. Au niveau de... Excusez-moi, mais toujours, il faut être méthodique. Ici, il faut bien voir. Déjà, on a le CG de surface. On voit qu'on a une activité atriale qui précède l'activité ventriculaire. Donc, on ne parle pas de conduction rétrograde. Après, vous voyez ici qu'on est en train de stimuler le sinus coronaire médian 2-3. Il y a des spikes de stimulation. Le premier, il est spontané, mais après le deuxième, troisième, quatrième, on est en train de stimuler le sinus coronaire. Donc, on est en train de faire un mapping en antérograde, en stimulation du sinus coronaire médian. Après, on va analyser petit à petit toutes les dérivations. Donc, c'est une stimulation, c'est un mapping antérograde. Après, regardez ici, sur l'enregistrement isien, donc on a le V qui est collé au niveau du IS, donc un HV qui est très court, donc avec un QRS qui est large. Donc avec la stimulation du sinus coronaire, on a démasqué cette préexcitation, on a majoré la préexcitation, elle est ici majeure, d'accord, avec un aspect de retard droit, donc c'est une voie accessoire qui est gauche. Et quand on analyse le sinus coronaire, qu'est-ce qu'on remarque ici dans le dernier battement? Le dernier battement, donc on a le QRS qui est fin, on a un allongement du HV, donc ici apparemment on a atteint la période réfractaire ou peut-être la voie accessoire elle se retrouve bloquée, parfois même si on ne fait pas un raccourcissement de la stimulation atriale, parfois on peut perdre la préexcitation. D'ailleurs, on la voit sur les ECG de surface, la préexcitation intermittente. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, on a une dissociation du H et du V, donc il n'y a pas de préexcitation. Par contre, là, sur le deuxième QRS, on a le HV qui est très court, c'est une préexcitation ici, nette et claire. Le deuxième QRS aussi, il est partiellement préexcité, mais pas comme le premier. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que le dernier QRS? Le dernier QRS, il y a un passage tout simple. Oui. Il y a une autre. Il y a? Donc, il y a
Il y a une activité atriale qui est derrière le QRS. Très bien, très bien. Et c'est quoi? Et c'est le quoi? on a atteint, l'activation, elle est descendue par la voie nodo-ischienne normale et après, elle est remontée par la voie accessoire. Pourquoi je dis la voie accessoire? Parce que tout simplement, le sinus coronaire médian, il est précoce par... Très bien, c'est une activation excentrique ici. Donc, en plus, on a ici en antérograde clairement le retard gauche. Donc, c'est la même voie qui conduit en antérograde et rétrograde très, très probablement. D'accord? Donc, ce qu'on appelle, c'est comme dans la dualité nodale, on parle d'écobit. Ici, on appelle orthodromique écobit. C'est pas une tachycardie. On n'a pas déclenché de tachycardie, mais c'est un seul battement avec une conduction rétrograde à gauche. Je vais passer au deuxième cas clinique, mais celui-là, je pense qu'il est très difficile. Peut-être, je sais pas, je l'ai tiré du livre de l'European Heart Society of Rhythmology, des cas cliniques, mais qui peut déjà analyser, même si on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on peut analyser. Qui veut essayer? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, Hadidi, vous voulez essayer avec moi d'analyser? C'est la dernière diapositive. Oui. Ouais, allez-y. Il faut faire que c'est comme on a appris le CG. Oui. D'accord. Alors, quand on regarde tout d'abord le CG de surface, alors on a les deux premiers QRS, ils sont larges, d'accord? Les trois premiers. Le troisième QRS, il est comme un peu, il y a une petite onde, il y a comme très excité, d'accord? Par contre, le quatrième et le cinquième QRS, ils sont fins. D'accord. Ça, c'est en analysant. Oui, je suis entièrement d'accord. Les trois premiers sont larges, après sont fins, mais après, déjà sur le CG de surface, on voit que la fréquence est rapide. N'oublie pas que c'est la vitesse de déroulement en endocavitaire, elle est à 100 millisecondes. C'est pas un CG de surface, donc c'est rapide. C'est une tachycardie. Au début qui était rapide à QRS large, puis elle s'affine, mais il faut céder aussi des dérivations endocavitaires, c'est ça l'intérêt. Donc là, qu'est-ce que vous voyez sur le sinus coronaire? Alors, sur le sinus coronaire, on voit que ça commence du sinus coronaire distal, d'accord? Très bien. Ça commence du sinus coronaire distal, puis... Exactement. Donc, on voit, c'est bien d'analyser. Donc, on a une activation excentrique. On a l'oreillette la plus précoce au niveau distal par rapport à celle enregistrée au niveau ischien. Et après, hop, on voit un changement de la fréquence de la tachycardie. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, qu'il y a une voie accessoire gauche. Et ça c'est en V1, retard gauche, c'est un bloc de branche gauche fonctionnel. Après, on a paradoxalement un ralentissement de la tachycardie en QRS fin. Et comment expliquer ça? Donc, on a déjà dit que quand le QRS, il est quand on a un bloc de branche gauche homolatéral, un bloc de branche homolatéral de la voie accessoire. Ici, on a une activation gauche, excentrique gauche. Donc, c'est une voie accessoire gauche. Et on a un bloc de branche gauche, mais la tachycardie est plus rapide avec le bloc de branche gauche. Comment se fait-il? Alors, tout simplement... Oui. Alors, c'est contradictoire, exactement, mais je vous ai dit que toujours, il faut analyser le VA. On s'en fout du cycle de la tachycardie. Il faut analyser le VA. Le VA avec le QRS large en BBG, il est plus lent, il est à 150. Et quand la tachycardie s'affine, il devient plus court. Donc, c'est pas contradictoire. Par contre, pourquoi la tachycardie se ralentit comme ça subitement?
Je vais vous donner la réponse parce qu'il y a un shifting de la conduction antérograde. Au début, ça descend par la voie rapide et après, elle est passée par la voie lente, tout simplement. Donc, c'était la voie rétrograde, c'est toujours la voie accessoire gauche, mais la conduction antérograde, au début, rapide, on avait le QRS large, le BBG fonctionnel parce que ça descend par la voie rapide et après, hop, passage par la voie lente. D'accord. Voilà, merci. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu entends par voie rapide et voie lente? Exactement, c'est ma réponse, c'est ma question. C'est un patient qui a une dualité nodale. Il a une dualité nodale. La tachycardie réentrante. Il a une dualité nodale et il a une voie accessoire, c'est ça? Exactement. Une voie accessoire gauche. La voie accessoire gauche, elle conduit dans le sens rétrograde et la tachycardie, elle alterne entre la voie antérograde rapide et quand la tachycardie devient rapide, il installe le BBG gauche. Et paradoxalement, on a la tachycardie qui est rapide, et c'est pas logique, mais quand on analyse le VA, effectivement, c'est un BBG ralentisseur. OK. Allez, je pense que là, on est arrivé au terme de notre session. Non, dernière question. Que faire ici, Dr Wafa? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Où il faut ablater? Exactement, c'est une très, 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 très bonne question. Parce que, justement, ici, c'est ça, comme j'ai déjà dit au début, que parfois on a des voies accessoires. C'est pas le cas ici, mais on a des voies accessoires qui sont là, qui sont spectatrices, qui ne participent pas au circuit. Mais par contre, ici, elles participent au circuit. Donc, il faut faire l'ablation de la voie accessoire gauche. Et après, c'est la dualité nodale, comme vous savez, elle existe chez 20% de la population, mais chez ce patient, est-ce qu'elle est responsable de tachycardie? Moi, je sais pas. Peut-être qu'il faut, c'est un cas clinique, c'est retiré d'un livre, mais après, il faut rester logique. Donc, on ablate la voie accessoire gauche. Après, on fait l'exploration. Si on déclenche des tachycardies par réentrée intranodale, on va toujours explorer, on va faire les manœuvres pour être sûr qu'il s'agit d'une réentrée intranodale. Et après, on prendra la décision s'il faut faire l'ablation de la voie lente. Mais c'est pas systématique. Hein. Quelqu'un qui a une dualité nodale, c'est pas systématique parce que là, c'est pas une tachycardie réentrante intranodale. Elle ne participe pas au circuit. C'est-à-dire, c'est juste qu'il y a une alternance entre les deux voies. Il y a une dualité, c'est tout. Mais elle n'a pas donné d'AVNRT. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire ou pas. Le principe, bien sûr. En rythmologie, c'est d'ablater la tachycardie clinique. J'ai compris. C'est-à-dire, on débute par la voie accessoire et après, on verra. Voilà, exactement. Merci. Voilà. Oui, mais juste dis-moi, on voit quand même donc une double tachycardie, on va dire, une tachycardie à QRS large et une qui est à QRS moins large, qui est fine. Donc, ces deux mécanismes, c'est un peu par ça que tu nous as expliqué, qui est en fait une dualité nodale d'un côté et puis d'une voie accessoire de l'autre côté. Alors, pourquoi dire que la dualité nodale ne fait pas partie du circuit si en fait on a eu l'impression effectivement qu'on a deux types de tachycardie, une à QRS large et une à QRS fin? Non, c'est la même tachycardie parce qu'on a la même séquence d'activation rétrograde. Mais dans le passage par la voie antérograde, parfois elle descend par la voie rapide et parfois elle descend par la voie lente. Nous, pour ablater une voie lente, il faut que la voie lente et la voie rapide font les deux le circuit de la tachycardie. C'est ça ce que je voulais dire. Parce que si on fait des explorations chez des gens, on peut trouver une dualité nodale, mais on ne va pas ablater systématiquement les voies lentes chez tout le monde. OK. Alors, Mervat,